Bonjour et bienvenue dans Aurore raconte, les épisodes de storytelling du podcast Free Your Mind by Aurore. L'histoire d'aujourd'hui, bien que complètement incroyable et à la limite du paranormal, est bel et bien vraie et tirée de faits réels. Elle s'intitule La Villa des monstres et je vais maintenant te la raconter. Si vous êtes un amoureux de l'Italie et plus particulièrement de la Sicile, vous avez peut-être parcouru cette île qui recèle 1000 merveilles. Au printemps de préférence, pour que la Sicile s'offre à vous comme un énorme bouquet de fleurs. Et si vous avez visité la Sicile, vous vous êtes peut-être arrêté à Baghera, au sud de Palerme. Baghera est loin de la mer et un peu à l'écart des circuits classiques, mais elle attire bon an mal an quelques milliers de touristes. Son principal attrait, c'est la Villa Palagonia. Dès qu'un autocar de touristes s'arrête devant la villa, on entend toujours les mêmes commentaires. C'est une vraie collection de monstres. Non mais regardez-moi celui-là. Et là, lui, il est encore plus laid. C'est d'en avoir des cauchemars toute la nuit. D'autres se montrent moins sensibles. En tout cas, on peut dire que ça sort de l'ordinaire. Ça date de quelle époque? Et qui est-ce qui a fait construire ça? Le guide s'empresse de répondre aux questions en racontant la terrible légende de la Villa Palagonia. Mais s'agit-il bien d'une légende? Mesdames, messieurs, vous êtes ici dans le parc de la Villa Palagonia, dite Villa des monstres. Elle fut construite sur l'emplacement d'un domaine plus modeste par Don Francesco Gravina, prince de Palagonia. Ce noble Sicilien était le chambellan de Sa Majesté Charles III, roi de Naples et de Sicile sous le nom de Charles VII. Charles VII est né à Madrid en 1716. Il y est mort en 1788. Il a régné sur la Sicile de 1734 à 1759. Le guide reprend son souffle tout en pénétrant dans la villa, enfin, dans ce qui reste de ce palais qui dut être splendide. Don Francesco Gravina était connu dans toute la Sicile pour sa laideur proverbiale. Dès son plus jeune âge, il était gras et chauve. En plus, il était affecté d'une gibbosité énorme qui le rendait bossu. On le surnommait le chameau. Mais ce n'est pas tout. Le groupe de touristes se fait attentif. Que pouvait-il donc avoir de plus, ce pauvre Don Francesco? N'était-ce pas suffisant comme ça? Une jeune fille intervient. Il était peut-être affreux, mais il avait les moyens pour se faire construire un palais de cette dimension, avec toutes ces affreuses statues. Le guide poursuit sans relever la remarque. Non seulement il était gras et bossu, mais son visage était un chef-d'œuvre de disgrâce. Imaginez une figure tout en longueur, comme une lame de couteau. Sur ce visage étroit, la nature, ou Dieu le Père, avait jugé bon de greffer un nez énorme, rouge, gonflé, et la peau de son visage avait été marquée d'une manière indélébile par la petite vérole. Quelqu'un du groupe lance, histoire de détendre l'atmosphère. Rien n'est petit chez les grands. Mais les touristes sont fascinés par le récit du guide, qui continue en ménageant ses effets. Ce malheureux Don Francesco possédait pourtant de magnifiques yeux bleus. « Ah, quand même !» soupire une dame. Hélas, ces deux yeux ne regardaient pas dans le même sens. Don Francesco Gravina louchait à faire peur. Le groupe reste songeur. Le guide continue. Quand il arriva à l'âge de 42 ans, Don Francesco Gravina, malgré sa laideur, tomba amoureux. Jusque-là, il n'avait jamais songé à s'unir à personne. Qui aurait voulu de lui, même parmi les princesses les plus laides de l'Italie? Et voilà qu'il tomba amoureux d'une jeune fille de Palerme. C'était la fille d'un petit commerçant, et il l'avait croisée par hasard en se rendant aux cérémonies de la fête Dieu ou du Saint-Corps du Christ. Quand il la vit, Don Francesco se dit « Voilà celle qui sera ma femme !» La jeune fille se nomme Maria Gioacchina. Elle est effrayée de l'honneur qui lui échoit. Comment pourrait-elle imaginer de se retrouver entre les bras d'un tel monstre? Devant ses réticences, Don Francesco plaide sa cause. « N'ayez pas peur de moi. Je suis laid, mais mon cœur est bon.
Et puis je suis riche, puissant. Entre mes bras, vous oublierez ma laideur. Vous serez une des reines de la Sicile. Maria ne peut répondre. Elle secoue simplement la tête en signe de dénégation. La terreur que lui inspire l'aspect de Don Francesco lui coupe la parole. Mais Don Francesco possède les moyens de persuader le père de Maria, et le 12 juin 1747, les noces sont célébrées. Toute la noble assistance remarque les yeux rougis de larmes de la pauvre Sicilienne lors de la fête somptueuse qui a lieu dans la villa de Baghera, et où le duc de Messine, cousin de Charles VII, représente le roi. Immédiatement après la fête, les époux partent en voyage de noces à Rome. Un impatient demande « Et alors ?» Et alors, durant son voyage de noces, Don Francesco se rend compte du succès de sa trop belle femme. Il en devient jaloux et se demande comment retenir un tel trésor. Il convoque alors les sculpteurs les plus talentueux de Sicile, qu'ils soient italiens, allemands ou espagnols. Et il leur commande toute une série de statues monstrueuses. Chacune doit être le portrait d'un monstre encore plus répugnant que lui-même. Les artistes sont enfermés dans la villa, avec à leur disposition des tonnes de marbre de Carrare. Pour retrouver leur liberté, ils doivent sculpter sans relâche. Au bout de quelques mois, Don Francesco possède des dizaines de monstres qu'il fait installer tout autour de sa villa. Il en remplit les chambres, les couloirs, les toits de son palais. Mais ce n'est pas tout. Le guide reprend son souffle. Sous l'effet de sa jalousie obsessionnelle, Don Francesco est pris d'une folie morbide. Il cherche à s'entourer d'œuvres de plus en plus répugnantes et macabres. Les tables des salons sont des tombeaux, les pendules figurent des femmes éventrées. Des monstres mi-humains, mi-animaux sont disposés partout. Un véritable cauchemar en marbre blanc. Il fait enfin exécuter un buste de Maria où elle est représentée à demi dévorée par les vers et les insectes. Puis une nouvelle idée lui vient. Sous le coup de l'émotion, plusieurs personnes éprouvent le besoin de s'asseoir. Le guide poursuit, imperturbable. Don Francesco fait supprimer tous les miroirs de son palais et les fait remplacer par des glaces déformantes. Maria n'a même plus la consolation de contempler sa propre beauté. Toujours à l'affût d'une nouvelle folie, il décide de faire sculpter un homme affublé de 2 têtes de bouc. Il choisit comme modèle Giacomo, un berger des environs, un jeune homme d'à peine 20 ans. Mais Maria, en voyant le jeune homme blond et musclé, en tombe amoureuse. Elle a besoin de connaître d'autres caresses que celles de son monstre de mari. Alors, l'inévitable a lieu. Elle se donne au joli Giacomo. Elle connaît le bonheur pour la première et la dernière fois. « Il les a surpris ?» demande quelqu'un. Oui, prévenu par on ne sait qui, Don Francesco surgit dans la chambre de la belle Maria et surprend les deux amants en flagrant délit. D'un seul coup d'épée, il tranche la tête du pauvre Giacomo. Puis il resserre ses grandes mains sur le cou de la pauvre Maria. Mais ensuite, Don Francesco Gravina est inconsolable de la mort de son épouse. Il se suicide d'un coup de pistolet quelques mois plus tard au pied d'une statue qui la représente. Depuis cette époque, la Villa des monstres a la réputation d'être aussi la Villa du malheur. Les légendes commencent à se répandre. On raconte que des marins en goguette disparaissent en mer après avoir, la veille, brisé une des statues. On ne trouve plus de jardinier pour entretenir le parc de la villa. Pourquoi donc, avec tout le chômage ? Simplement parce que les jardiniers qui se sont employés à maintenir le parc en état meurent tous de maladies mystérieuses avant d'avoir 45 ans. L'âge même auquel Don Francesco a mis fin à ses jours. Mais vous-même, monsieur le guide, n'avez-vous pas peur de succomber à la malédiction ? Non, je porte toujours sur moi la médaille bénie de Sainte Rosalie. Elle me protège. C'est pourquoi je suis la seule et unique personne qui ait le courage de pénétrer dans la villa. Une touriste s'écrie : « Et si nous
nous allions dans un lieu moins sinistre. Je crois que je vais m'évanouir. La municipalité devrait démolir ce lieu maudit. Justement, il en est fortement question. La municipalité socialiste n'entend pas laisser Baguera subir la malédiction de Don Francesco. On voudrait ouvrir le parc pour en faire un lieu de loisirs et de détente et y organiser un jardin d'enfants. 2 conseillers municipaux vont faire mettre aux voix le projet de détruire la Villa des Monstres jusqu'à ses dernières fondations. Aux dernières nouvelles, ce projet n'a pas vu le jour, sans doute par peur de quelques maléfices. La Villa des Monstres est donc toujours là. Aurez-vous le courage de la visiter ? Voilà comment se termine notre histoire du jour. Merci d'avoir écouté Aurore raconte, des épisodes de storytelling du podcast Free Your Mind by Aurore. Et à très vite pour une autre histoire.